du coup, je suis Louisa Lemaire, donc doctorante en deuxième année au laboratoire Coria à Rouen. Et donc le sujet de ma thèse, c'est de développer des outils d'intelligence artificielle pour l'analyse de spectres de Libs. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc évidemment de l'intelligence artificielle, donc avec une première partie pour redéfinir les bases et des définitions, etc. Et puis une deuxième partie plus portée sur cet exemple d'application pour l'analyse de spectres d'émission. Donc avant de commencer, j'aimerais savoir ce que vous évoque l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez bien, vous pouvez scanner ce QR code et on va construire ensemble un nuage de mots. Ça va sûrement guider après ma présentation pour répondre à vos possibles questions ou ce que vous évoque l'intelligence artificielle. Réseau de neurones, ajustement. Donc ça, j'imagine que ça fait référence. Ah oui, il y a beaucoup de mots. Alors, statistique, oui. Donc l'idée des maths revient quand même. C'est pas de la sorcellerie. Optimisation, automatisation, oui. ChatGPT. Donc ça, c'est sûr qu'on entend un peu plus parler d'IA depuis quelques années avec les outils d'IA générative. Traitement de données, physique. Ok. Donc c'est intéressant, donc, les réseaux de neurones, c'est ce que je vais aborder principalement. Ce sera le deep learning, le mot qui revient le plus. Ce sera vraiment le sujet principal de ma présentation. Ah, reinforcement learning, je vais pas l'aborder, mais ça peut être l'objet de discussion plus tard. Vite. Rapidité, bon. Big data, exploration. Ok, donc globalement, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, deep learning, ça s'actualise toujours. Mais du coup, oui, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de deep learning, donc apprentissage profond. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être des mots qui vont me parler normalement à la fin de ma présentation. Pareil pour les réseaux de neurones, qui sont en fait du deep learning. Traitement de données, c'est ce qu'on va réaliser avant de faire l'apprentissage, justement. Juste ici, je sais pas si en fait vous voyez ma souris. Là, normalement, c'est mieux. Donc, il y a déjà beaucoup de mots. Je suis contente de voir le mot mathématique qui est sorti et statistique, parce que c'est vrai que ça peut être un peu le flou autour de l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, il s'agit juste de mathématiques. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura deux grosses parties. Une partie vraiment plus intelligence artificielle avec des définitions des bases. Et puis une deuxième partie avec donc, la description de ce qu'on fait au laboratoire, l'application à l'analyse de spectre Libs. Et entre les deux parties, il y aura une session de questions-réponses parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations dans cette première partie. Donc je pense que c'est important de répondre à toutes vos questions pour que ce soit plus fluide et que vous compreniez mieux la deuxième partie. Donc je rentre dans le vif du sujet. Donc première définition, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est assez compliqué à définir parce que ça regroupe un énorme un large panel d'outils. Donc le groupe d'experts en intelligence artificielle de la Commission européenne en donne une définition que j'ai notée ici. Définit l'intelligence artificielle comme un système qui affiche un comportement intelligent en analysant son environnement et qui prend des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc pour moi, les deux mots phares de cette définition, c'est vraiment analyse d'environnement et objectifs spécifiques. Donc j'ai essayé de vous trouver des exemples d'intelligence artificielle qui ne sont pas du machine learning ou du deep learning. On a par exemple les arbres de décision qui peuvent être utilisés par des médecins.
Ici, j'ai donné un exemple où en connaissant, le sexe et l'âge d'un passager du Titanic, on peut savoir si elle a survécu ou non, grâce à cet arbre de décision. Un autre exemple, c'est les algorithmes d'optimisation de chemins les plus courts. Donc on a cette première définition. Deuxième définition, le machine learning, donc apprentissage machine en français, qui est une sous-catégorie donc de l'intelligence artificielle. Ces 2 mots de vocabulaire sont souvent confondus et je tiens quand même à rappeler que le machine learning, c'est vraiment une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Donc la définition que je donne, c'est une machine qui est capable de réaliser une tâche en apprenant grâce à un set de données. Donc ici, l'apprentissage et le code est vraiment travaillé autour d'un set de données. Du machine learning, en fait, vous en faites déjà parce que, la simple régression linéaire que tout le monde a déjà fait, c'était du machine learning parce qu'on crée un modèle à partir, d'un set de données. D'autres exemples, ça peut être l'analyse de composantes, principales, donc PCA, qui permet en fait de trouver des relations, dans des données. Ici, on a un exemple d'un article sur l'analyse du génome, de la population du Royaume-Uni. On voit qu'il y a des, fortes, similarités entre, le génome de toute la population du Royaume-Uni, sauf dans le nord, à Orkney. Et puis, dernière, sous-catégorie, on a le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui en fait consiste à l'utilisation d'un réseau de neurones multicouches. Donc en fait, on va apprendre grâce à un set de données et le modèle, c'est ce réseau de neurones multicouches. Là encore, on a une multitude, d'outils. On a donc le réseau de neurones classique qu'on appelle le multi-layer perceptrons, perceptron multicouche. On a, une liste non exhaustive, les réseaux de neurones convolutifs, des transformers, des large language models, et cetera. Donc ici, j'ai donné donc les 3 définitions principales, mais qu'est-ce que c'est concrètement cette machine qui va apprendre à réaliser une tâche grâce à un set de données? Pour donner un exemple, si on imagine que notre set de données, ce sont, des X et des Y qui sont reliés par une fonction analytique dont on ne connaît pas la nature, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer un modèle que j'ai que j'ai noté H, qui permet, de prédire des Y grâce aux X. On a ici donc en termes mathématiques ce à quoi ça correspond et en images, ce serait finalement réussir à tracer cette courbe rouge, qui, permet de coller au plus à tous ces points de données bleues qu'on connaît déjà. Et du coup, il y a différentes façons d'avoir, ce modèle. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'apprentissage profond, le deep learning, donc l'utilisation de réseaux de neurones multicouches, les multi-layer perceptrons. Les multi-layer perceptrons, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, vraiment ancien, ça date de 1958 et c'est inspiré du fonctionnement du cerveau, humain, donc du cerveau animal. C'est basé sur l'utilisation de neurones qui sont reliés entre eux et qui font passer de l'information. La comparaison sur le cerveau humain, ça peut être des informations chimiques ou électriques et nous ici, ça va être des valeurs. Donc en général, un réseau de neurones, on a une entrée, une sortie et puis des neurones qui sont agencés en couches et cela forme le réseau. Si on se concentre, sur la première connexion entre ce neurone d'entrée et ce premier neurone du réseau, on a ici, un schéma, simplifié. On voit qu'à un neurone est associé un poids, un biais et une fonction d'activation. Donc, le neurone va prendre cette valeur d'entrée et cette valeur d'entrée va subir une transformation affine avec comme coefficient directeur le poids et comme ordonnée à l'origine le biais. Puis cette valeur va être composée par une fonction d'activation non linéaire, pour apporter justement de la non-linéarité au réseau. Il existe plein de fonctions d'activation. Ici, je vous ai affiché, quelques exemples. On a par exemple la tangente hyperbolique en bleu ici, qui est comprise entre -1 et 1, la relue, les sigmoïdes, la silue et en fait, il en existe vraiment beaucoup. Quand on parle d'apprentissage, en fait,
on cherche à ajuster les poids et les biais de chaque neurone. Pour cela, on utilise en deep learning la méthode de descente de gradient. Ça consiste à comparer notre valeur cible, donc qui est connue, à ce qui a été prédit par le réseau. Pour cela, cette comparaison se fait par ce qu'on appelle le calcul d'une fonction de perte que j'ai définie, dans cette présentation par un L scripté. Elle peut être définie de différentes manières. Ici, je vous donne un exemple où on fait juste une erreur quadratique et cette fonction de perte va nous permettre de corriger les poids et les biais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule cette fonction de perte et on va donc soustraire la dérivée partielle en pondérant par un taux d'apprentissage qui est donc un coefficient. Je vais revenir dessus, juste après. Donc on a vraiment une première partie en feed forward, donc en propagation en français, où on va venir, calculer notre prédiction en faisant passer cette valeur d'entrée par différentes opérations, affines et des fonctions d'activation. On calcule notre fonction de perte, puis on vient corriger nos poids et nos biais par la méthode des gradients, les descentes de gradients. Et ça, c'est ce qu'on appelle la backpropagation ou la rétropropagation. Donc je vous ai donné pas mal de mots de vocabulaire, que je vais utiliser, dans la deuxième partie, mais que vous entendez aussi, quand vous regardez ou que vous lisez des choses sur le deep learning. Donc j'ai défini ce que c'était une fonction de perte. Le taux d'apprentissage qui est donc un coefficient de pondération de la fonction de perte. En fait, ça définit la taille du pas, qu'on va prendre, à quel point on va vouloir modifier les poids, les biais. En général, au début de l'apprentissage, on va vouloir, modifier fortement, donc utiliser un gros taux d'apprentissage et puis au fur et à mesure, on va être plus sensible sur, cet ajustement, c'est un mot qui est revenu, des, des poids et des billets et donc on va utiliser un plus faible taux d'apprentissage. Hem, D'autres mots de vocabulaire, en général, la base de données, elle est divisée en sets d'entraînement, de tests et de validation. Donc, l'entraînement, c'est ce qui va vraiment permettre de faire, l'apprentissage, du réseau, donc la rétropropagation. Le test, c'est juste pour, voir les performances, enfin l'amélioration des performances de notre réseau au fur et à mesure de l'apprentissage. Et la validation, c'est vient vraiment après, une fois qu'on a créé notre réseau et qu'on a réalisé l'apprentissage, pour pouvoir valider notre approche. En général, ce set, d'entraînement, il peut être assez grand, donc des milliers de données, des millions, voire des milliards dans le cas de modèles, gigantesques comme ChatGPT et en fait, l'opération de rétropropagation est très coûteuse en calcul. Donc c'est pour ça qu'au lieu de calculer une fonction de perte sur chaque donnée du set d'entraînement, on utilise des petits lots de données, donc des batchs et on calcule une fonction de perte moyenne sur ce batch qui va nous permettre de faire la rétropropagation, donc l'actualisation des, poids et des biais. Donc une itération, ça correspond à une actualisation des gradients sur un batch et une époque, c'est donc, toutes les itérations du set d'entraînement, donc tous les batchs du jeu de données ont été utilisés. Donc, j'ai introduit beaucoup de mots de vocabulaire et il y a beaucoup de paramètres et on peut donc se demander comment est-ce qu'on fait pour construire un code de deep learning? Par où commencer? Donc, en général, on peut se référer à cette pyramide, d'importance, lors de la construction, du code de deep learning. Première brique de la pyramide, c'est le travail sur les données. Deuxième brique, c'est, la création de l'architecture et troisième brique, la sélection des hyperparamètres. C'est un terme que je vais définir, juste après. Donc je vais d'abord, un peu plus expliquer en détail cette première brique, les données. Tout d'abord, il faut connaître le type de données qu'on utilise. Est-ce qu'on a des spectres, donc qui sont des vecteurs 1D? Est-ce qu'on a plutôt des séquences, de sons? Est-ce qu'on a du texte? Est-ce qu'on a des images? Ça va vraiment conditionner l'architecture qu'on a derrière et nos objectifs. Ensuite, la distribution, est-ce qu'on a une répartition uniforme des données? Est-ce qu'on a des données qui sont sous-représentées? Est-ce qu'on a assez de variété?
Et puis, est-ce qu'on a besoin de pré-traiter nos données? Est-ce qu'on a besoin de lisser, de sélectionner des variables pertinentes, d'effectuer une standardisation, une normalisation s'il y a différents ordres de grandeur? Donc tout ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes, à se poser. Et donc là, j'ai mis une petite image que j'ai trouvée sur LinkedIn, mais qui résume quelque chose qui est, très important en intelligence artificielle. Si nos données ne sont pas de bonne qualité, on aura beau avoir le meilleur réseau, tout ça, ça reste des statistiques et des maths, donc on ne va pas avoir de bonnes prédictions. Donc ensuite, quand on s'est occupé de cette première brique, on passe à la suivante, donc la sélection et la création de l'architecture. Là encore, il y a pas de recette magique. Le mieux, c'est de faire de la biblio pour savoir, quel type d'architecture correspond le mieux à nos données et à nos objectifs. Ici, je vais en faire une liste, non exhaustive. On a par exemple les réseaux de neurones convolutifs qui ont été créés par, Yann Lequin en 98 et ces réseaux de neurones convolutifs, ils sont particulièrement adaptés pour, l'analyse d'images. Par exemple, ici, on a cette intelligence artificielle qui a reconnu que cette image était bien un chaton à poils longs, domestique. Un autre exemple d'architecture, ce sont les transformers, qui se prêtent, particulièrement à l'analyse, de texte. Donc ça, c'est des IA que vous utilisez sûrement tous les jours comme, ChatGPT ou alors, le français, le chat de Mistral. Et puis, pour finir, un dernier exemple, les réseaux de neurones récurrents qui, eux, sont adaptés aux séquences temporelles et à la prédiction. Donc là, je donne un exemple de prédiction des prix du marché et une comparaison entre ce qui a été prédit et ce qui est réel. Pour finir, on a les hyperparamètres qui, en fait, correspondent à tous les paramètres qui ne peuvent pas être appris automatiquement et qui sont donc définis, par la personne qui crée le code. Donc par ça, on parle du nombre de couches, de neurones dans l'architecture, des paramètres des fonctions, soit de convolution ou, de récurrence, des fonctions d'activation et les paramètres d'apprentissage. On a donc la taille des batchs, le nombre d'époques, le taux d'apprentissage et quelle fonction de perte on va utiliser. Donc là, j'ai introduit pas mal de mots de vocabulaire, de notions et de contexte et donc on peut aborder la première phase de questions-réponses. Comment l'application à l'analyse de spectres Libs de Dural. Donc, je vais commencer par, vous introduire à la LIBS. Donc, la LIBS, c'est l'acronyme de Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Laser parce qu'en fait, on va venir focaliser un laser sur des échantillons solides, gazeux ou liquides et l'énergie du laser va venir engendrer une cascade réactionnelle. La dynamique, je vais l'aborder, un peu plus tard. Donc cette cascade, réactionnelle, va permettre de former un plasma et on va collecter son rayonnement pour pouvoir tracer des spectres d'émission. Donc ici, on a un exemple de spectre d'ellipse sur un composant du tokamak ouest avec donc en ordonnée une luminance spectrale et en abscisse la longueur d'onde, donc à chaque ray correspond un élément. La dynamique des lasers, induits en plasma est assez particulière. Donc si on regarde l'évolution des 3 variables, principales que sont la taille plasma, que j'ai définie par LP dans cette présentation, la température et la densité électronique, on voit qu'elles varient fortement, tout le long de la dynamique. Au tout début, au tout début de la cascade réactionnelle, on a une forte, expansion hypersonique du plasma, donc la taille plasma va fortement augmenter. Il y a différents processus, collisionnels et réductifs qui vont être mis en jeu, donc, la température et la densité électronique vont augmenter et en plus de ça, une forte émission photonique, donc la luminance spectrale va augmenter elle aussi. Puis au fur et à mesure des phénomènes de la recombinaison du plasma, toutes ces variables vont être amenées à diminuer. En général, en analyse Libs, on essaie de se concentrer sur les spectres qui sont autour de la microseconde, donc qui font apparaître des raies ioniques et atomiques, parce qu'on est à l'équilibre thermodynamique local et donc le spectre est vraiment représentatif de l'échantillon et de l'état du plasma
et donc on peut définir une température, locale et construire des diagrammes de ça Boltzmann. Donc, l'analyse des spectres de Libs, elle peut être, qualitative, donc on peut juste, déterminer quelle espèce est présente dans le plasma en regardant à quelle, aurait correspondre quelle espèce. Semi-quantitative pour connaître des ratios d'espèces et quantitative par, différentes manières, donc soit par, étalonnage, donc comparaison avec, des spectres, d'échantillons étalons. Par outil d'analyse de la physique des plasmas, donc c'est ce qu'on appelle la calibration free Libs. Ou quantitative par comparaison avec des spectres modélisés. Tous ces processus, ils sont longs et ils nécessitent une certaine expertise et donc c'est pourquoi l'équipe a souhaité développer des outils d'intelligence artificielle pour tendre vers la quantification en temps réel. Et justement, rapidité, c'est un des mots qui est revenu dans l'arbre de mots parce que à terme, quand l'outil est développé, on sera beaucoup plus rapide que des processus, à la main qui nécessitent une expertise. Donc je reprends, ma pyramide. Donc, d'abord je note mon objectif. Mon objectif, c'est d'analyser des spectres de duraluminium, donc qui contiennent 95 d'aluminium et 5 de cuivre, sous environnement argon avec des traces d'hydrogène. Donc là, on a les 4 espèces que je vais vouloir modéliser, donc aluminium, cuivre, argon et hydrogène. Mon but, c'est donc de créer un modèle H qui permet de prédire des vecteurs de fraction molaire à partir de la luminance des raies qui, elles, dépendent donc, de la longueur d'onde, des densités électroniques, de la température et des fractions molaires. Donc, je me concentre sur la première brique de ma pyramide, les données. Donc je vais analyser des spectres, donc ça veut dire des vecteurs 1D. Est-ce que j'ai assez de variété, si je crée une base de données? Bon, c'est difficile d'obtenir cela expérimentalement parce que ça voudrait dire avoir des milliers d'échantillons qui ont des concentrations différentes et faire cela sur toute la dynamique plasma, donc sur toute la dynamique, de densité électronique et de température. C'est pourquoi on a décidé de générer une base de spectres modélisée. Et puis, comme on l'a vu, lors de la dynamique plasma, on a différents ordres de grandeur, des variables, donc une standardisation est nécessaire. Ensuite, deuxième brique, l'architecture. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de prédire des valeurs, donc de réaliser une tâche de Non, mais, régression. ouais. Non, mais c'est juste pour dire qu'il faut courir. Moi aussi, j'ai Hem, une soutenance à 14 heures. Régression, donc prédire des valeurs. Le deep learning comment dire? Correspond vraiment à ce genre de tâche, donc l'utilisation de réseaux de neurones. Je vais aussi utiliser des réseaux de neurones convolutifs qui permettent une comparaison, locale du vecteur et puis pour terminer, les hyperparamètres que je déterminerai, lors de ma phase de développement. Donc ma première partie, c'est générer cette, base de données. Donc au sein de notre équipe, on utilise un code qui s'appelle, Merlin, donc qui est l'acronyme de Multi-Elemental Radiative Equilibrium Emission. Merlin, il modélise un plasma qui a un gradient de température et de densité électronique le long de sa taille plasma. On a plasma 1D. Merlin résout l'équation de transfert radiatif 1D stationnaire sans diffusion, qui fait intervenir notamment un coefficient d'absorption. Ce coefficient d'absorption, il est fonction, des fractions molaires de chaque espèce à l'équilibre thermodynamique local. Donc, Merlin fait un calcul de composition à l'équilibre et aussi des propriétés radiatives des espèces. Donc ce coefficient, est fortement non linéaire. Donc, voici ma démarche globale. Donc je vais générer ma base de données grâce à Merlin. Donc Merlin, je vais lui fournir une distribution de fractions molaires, de l'aluminium, du cuivre, de l'argon et de l'hydrogène. Pareil, température, densité électronique, taille plasma. Et puis pour chaque espèce, je vais, générer un spectre. Et pour cela, je vais le faire, 375 000 fois, donc pour avoir 375 000, points différents dans mon espace de densité électronique, température, taille plasma et diffraction molaire. Ensuite, cette base de données va me permettre, de créer un modèle
donc d'où le H ici, que nous on a appelé ELIAS, qui signifie Efficient Learning for Inference and Analysis of Spectra. Donc ELIAS prend en entrée, la luminance spectrale et va permettre de prédire fraction molaire, température, densité électronique et taille plasma. Donc première brique, je crée ma base de données. Pour les variables physiques, on a décidé de faire une corrélation, pour relier donc la densité électronique, la température et la taille plasma. Cette corrélation nous permet de couvrir toute, la dynamique plasma, surtout ici, dans cette plage-là. Donc on a des densités électroniques entre 10 puissance 20 et 10 puissance 24 par mètre cube, une température entre 8000 et 12000 et des tailles plasma, de l'ordre de 10-3 et 10-4. Pour ce qui est des fractions molaires, on a utilisé une distribution de Dirichlet biaisée. Une distribution de Dirichlet pour qu'en fait la somme des fractions molaires soit toujours unitaire, donc soit toujours égale à 1. Et biaisée parce que notre gaz environnement, c'est l'argon, et donc ça va être l'espèce majoritaire dans notre plasma. Donc il aura toujours une fraction molaire autour de 0,90. Pour les autres espèces, on a décidé de fixer un seuil minimum à 10-7, d'où ce pic ici dans la distribution. Pour l'architecture, je vais pas trop m'étaler dessus, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fixé. On retrouve, des opérations que je vous ai présentées dans la première partie, donc des opérations de convolution parce que j'ai un réseau de neurones convolutifs, des blocs résiduels qui font intervenir des normalisations, des fonctions d'activation type ReLU. On a 2 blocs comme ça, une grande connexion résiduelle et puis un réseau de neurones classiques, un MLP, Multilayer Perceptrons, avec donc des fonctions affines et d'autres fonctions d'activation, donc tangente hyperbolique ou SILU par exemple. Ce réseau, il prend en entrée les luminances spectrales et il nous permet bien de prédire fraction molaire, densité électronique, température et taille plasma, ainsi que 7 indices de confiance. Donc ces indices de confiance, ils sont entre 0 et 1 et ils interviennent notamment dans la fonction de perte. Le réseau, en fait, il va chercher à faire tendre cet indice de confiance vers 1 quand il estime, commettre une très faible erreur et donc 0 inversement. Donc notre fonction de perte, on l'a définie comme étant une erreur quadratique pondérée par ce coefficient et puis pareil la somme, de l'erreur quadratique entre 1 qui est donc notre valeur idéale, notre valeur cible et les indices de confiance. Donc comme je disais tout à l'heure, on a différents ordres de grandeur, donc on a, réalisé une standardisation des données avec une normalisation Z-score, c'est-à-dire que ce soit pour la luminance spectrale, la densité électronique, les températures et cetera, on a donc soustrait la moyenne et divisé par l'écart type. Et puis, pour les fractions molaires, on a réalisé une transformation log ratio. Et j'arrive enfin à la dernière, petite partie de ma pyramide. Donc j'ai divisé mon set d'entrée de ma base de données, mon set de données en 3 parties, donc 80 pour l'entraînement, 10 pour les tests, lors de l'apprentissage et puis le reste, 10 pour la validation. Pour les batchs, j'ai choisi une taille de 32, 40 époques et un taux d'apprentissage, décroissant. Donc ici, j'ai affiché, l'évolution de la fonction de perte en fonction des époques. Donc on voit bien qu'on a une diminution jusqu'à atteindre une, asymptote et j'ai aussi affiché, l'évolution d'une métrique qui est très utilisée en deep learning qui est le R carré. Je vais revenir sur sa définition un peu après. En tout cas, il faut retenir que la valeur idéale, c'est 1 et donc on voit bien que, cette métrique augmente jusqu'à, là aussi, atteindre une asymptote. Donc j'ai généré ma base de données, j'ai créé mon architecture et j'ai réalisé mon apprentissage. Il me reste maintenant à faire la validation sur des spectres simulés. Donc pour la présentation de la validation, j'ai utilisé ce, type de graphique, avec, donc en ordonnée des prédictions et en abscisse des cibles. Ici, on a donc la première bissectrice qui est l'idéal. En fait, on voudrait que tous ces points, ils soient sur cette première bissectrice qui correspond à prédiction
égale à cible. En échelle de couleurs, j'ai mis donc les indices de confiance qui ont été, prédits et puis ici, vous verrez afficher donc cette métrique, R carré qui est en fait, 1 moins la somme des erreurs quadratiques divisée, par la variance. Donc on veut voir si le modèle explique bien, toute la variance de nos données. Donc, 1re partie, la validation, sur, les spectres simulés. On se concentre sur les fractions molaires. Donc on voit qu'on a une bonne quantification globale avec la majorité des points qui sont proches de la première bissectrice. Si on regarde les écarts absolus relatifs, donc les écarts absolus que j'ai définis comme, la valeur absolue de la prédiction moins la cible sur la prédiction, on observe qu'on a en moyenne une erreur de 10. Ensuite, on voit bien qu'on a une perte, de sensibilité environ, enfin c'est dépendant de chaque espèce, mais en dessous de 10-4. Si on coupe ici, nos graphiques à la perte de sensibilité, on voit que c'est à partir de 100 ppm pour l'hydrogène et de 10 ppm pour les éléments métalliques que sont l'aluminium et le cuivre. Ces pertes de sensibilité, elles correspondent bien aux limites de détection qu'on a en Libs. Pour ce qui est des espèces enfin des variables physiques, on a là aussi une bonne quantification globale avec la plupart, des points qui sont sur la première bissectrice et une erreur relative absolue de 1 en moyenne. On a maintenant donc, validé notre méthode et notre architecture sur des spectres simulés et on peut faire des tests avec des spectres expérimentaux. Donc j'ai, pris des spectres expérimentaux, de Dural et puis je les ai fait passer, dans mon réseau Elias qui m'a prédit des fractions molaires, la densité électronique, température et taille plasma. Premièrement, on voit que, la densité électronique prédite est proche de ce que j'ai déterminé expérimentalement avec, la raie d'hydrogène. On voit bien aussi que l'aluminium a été reconnu comme espèce, majoritaire dans l'échantillon métallique. Cependant, si, je compare les spectres expérimentaux que j'ai, tracés ici en rouge avec des spectres simulés avec les paramètres prédits, il n'y a pas de concordance parfaite. Ça peut s'expliquer par, plusieurs, raisons. Déjà, j'ai peut-être une auto-absorption de ma raie d'aluminium qui est en fait une, raie de résonance. J'ai des paramètres AKI et élargissement star qui sont non optimaux, donc qui induisent forcément une erreur dans mes données, simulées. Et puis, comme on le voit sur, par exemple, le spectre d'hydrogène ici, j'ai, du bruit sur mes données. Tous ces paramètres, en fait, créent une incertitude à la fois sur les données, générées par Merlin et donc mon modèle et aussi, mes, données expérimentaux qui ont en plus une incertitude lors de la procédure, de calibration en luminance spectrale. J'ai donc estimé l'incertitude, de mes prédictions à 10 et donc j'ai réalisé une procédure de Monte-Carlo pour déterminer une luminance maximale et minimale, des raies sur, 500 tirages. Donc on a ici une plage de luminance, en vert et puis pour ce qui est des spectres expérimentaux, j'ai estimé que j'avais 20 d'incertitude et donc on a ici une plage en rouge. Si on observe donc, ces plages, on voit que la modélisation encadre l'expérimental aux incertitudes près. Donc, pour terminer, enfin une petite liste, de savoirs à ramener à la maison ou à retenir. L'intelligence artificielle et le machine learning, ça correspond à une multitude d'outils à sélectionner pour votre besoin, pour un besoin spécifique. Le machine learning, c'est pas de la sorcellerie, c'est la création d'un modèle mathématique à partir de données. Et par ordre d'importance, il faut vraiment bien travailler ces données pour ensuite construire l'architecture et pouvoir sélectionner les hyperparamètres.
Aaron, on a développé donc un modèle de deep learning Elias qui permet de faire de l'apprentissage sur une base de données de spectres libres simulés grâce à Merlin. Et donc on voit qu'on a un apprentissage robuste de simulé vers simulé, mais qui est plus complexe sur des données expérimentaux. Même si à terme, on est toujours en phase de développement et ça permettrait d'accélérer, vraiment plus l'analyse des spectres. Donc j'arrive à la fin de ma présentation. Avant de passer à la partie, questions-réponses. Moi avant je faisais pas du tout d'intelligence artificielle, donc j'ai dû me renseigner à droite à gauche, donc je vous conseille ces quelques références si vous voulez débuter en, machine learning ou intelligence artificielle. On a la chaîne, YouTube, Fidel qui est, je vais uniquement parler de celle-là, qui est en fait, créée par l'université de Grenoble et qui donne, des formations, d'intelligence artificielle qui sont, reconnues et voilà. Donc je vous laisse ça et puis, je voudrais remercier, l'association, de m'avoir permis de présenter et puis mes collègues et puis surtout merci pour votre attention.